Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Place au Sport. On continue notre tour d'horizon des grands sports français en accueillant leurs présidents, leurs dirigeants. Bien aujourd'hui, c'est le basket qui est avec nous, avec son président Jean-Pierre Ciutat. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour Patrick, merci. Ouais. C'est vrai que c'est un beau sport, le basket, un grand sport. Bon, à titre personnel, c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais c'est un grand sport, d'abord parce qu'il rapporte des médailles à la France. C'est un peu nouveau, on en parlera. Et parce qu'il compte un grand nombre de licenciés. Alors Jean-Pierre, vous auriez pu venir avec une bouteille de champagne, puisque le 15 octobre dernier, vous avez été réélu président de la Fédération française de basket. Vous avez 57 ans. Vous avez eu, je vous appelle le dire, 98,55% des voix. Vous avez une drôle de manière de gouverner, vous, c'est tout le monde sur une ligne? Non, c'est pas ça. Bon, c'est le format des élections qui veut ça. C'est un format en 3 tours. Le troisième tour, quand il y a qu'un seul candidat, normalement, il récolte la grande majorité. C'est ce qui s'est passé. Alors, on va rappeler quand même la manière dont vous êtes devenu président de la Fédération française de basket. Ça n'a pas été sur une élection normale, si j'ose dire, puisqu'Yvan Ménini, qui était président de la Fédération depuis de nombreuses années, est parti à la Fédération internationale. La place était libre. Ça se passait, si mes souvenirs sont bons, en 13 novembre 2010. Voilà, 2010. Ce qui fait que vous allez rester au moins 10 ans à la Fédé, puisque là, vous êtes élu jusqu'en 2020, c'est ça, hein? Et alors, racontez-moi un peu comment ça se passe à l'époque. Est-ce que vous êtes prévenu longtemps à l'avance? Comment se passe cette succession d'Yvan Ménini, qui a compté dans le basket? On va rappeler que c'était un grand arbitre avant d'être président de la Fédé. Yvan était un très grand président. Il est président depuis 92. Il a, je pense, révolutionné le basket avec son équipe. Et j'ai eu la chance d'intégrer la Fédération en 1996. Et il faut comprendre que la Fédération internationale change tous les 4 ans de président. Et c'est chaque 4 ans un continent. Et c'était le continent Europe. Pour la petite histoire, l'ancien président européen de basket, c'était un Français, c'était Robert Busnel. Et cette fois-ci, ça a été Yvan Ménini en 2010. Donc il a décidé, je pense, au mois de janvier 2010, de se présenter. Et à partir de là, on a essayé de travailler ensemble pour que quelqu'un prenne sa succession. Ça nous permet d'avoir une pensée pour Robert Busnel, disparu dans des conditions assez tragiques, et qu'on aimait beaucoup, qui a fait beaucoup aussi pour le basket français. Alors, la gouvernance du basket, je vais en parler pour commencer, avant de parler de vous, Jean-Pierre, évidemment, parce que c'est aussi le but du jeu de mieux connaître les dirigeants du sport français. Il n'y a pas d'anciens internationaux, hommes en tout cas, dans le comité directeur. Il y a 35 élus, il n'y a pas d'anciens internationaux. Alors, quand on reçoit ici le judo, par exemple, mais ça, c'est vraiment presque caricatural. Il n'y a que des anciens, que des ceintures noires. Pourquoi n'y a-t-il pas de basketteurs pro dans le comité directeur? Même s'il y a des femmes, je le disais, dont la fameuse Yannick Sauvray, qui fut capitaine. On a 3 anciens internationales avec Yannick Sauvray, on a Nathalie Lezema, 4 avec Françoise Amiot et Carole Force. En concernant les garçons, il y a la Ligue nationale, des Jardrennes, à la base. C'est peut-être un endroit où les anciens internationaux se sentent mieux. Moi, j'ai essayé d'approcher quelques internationaux. Bon, ça s'est pas fait, mais on a des contacts qui sont très très bons et je sais les solliciter quand j'en ai besoin, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de volonté d'écarter ce qui représentait la France à une époque. C'est un concours de circonstances, tout simplement. Alors, il y a un bilan déjà, qui n'est pas seulement de 4 ans, mais de 6 ans, puisque vous aviez pris à mi-mandat d'Yvan Ménini. Et ce bilan, il est déjà excellent quand on parle de médailles, puisque le basket rapporte, j'allais dire, enfin, les équipes nationales des médailles. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un déclic? C'est l'effet NBA? C'est quoi? Oui, bon, le bilan, il est simple. En 6 ans, on a fait 4 médailles en filles, 4 médailles en garçons. On était champion d'Europe en garçon en 2013. On n'a jamais été par le passé. Et les filles ont fait surtout une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2012. Bon, je pense que c'est le fruit du travail du passé. Je pense que l'équipe en place autour de Yvan Ménini et de Jean-Pierre de Vincenzi, à l'époque était DTN, a fait l'excellent travail. Ils ont créé le centre fédéral à l'INSEP, dans lequel on a sorti les champions. Beaucoup de joueurs maintenant sont en NBA. Et ensuite, bon, il y a eu, je pense, la maturation de ces 2 équipes. Concernant les garçons, ils sont passés par beaucoup d'échecs. Ils ont eu une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005. Et depuis, ça a été la traversée du désert. Plusieurs fois, on les a cru gagnants, ça ne s'est jamais fait. Bon, voilà, je pense que cette équipe est arrivée à maturation. Et enfin, on a eu la possibilité d'avoir un joueur essentiel à l'intérieur. Ce n'était pas le cas par le passé. On a eu Joachim Noah, trop peu, mais en 2011, il nous a quand même qualifiés pour les Jeux Olympiques. Puis ensuite, c'est l'arrivée des Agença, des Rudy Gobert. Ce sont des éléments centraux. Puis bon, on parle de Tony, on parle de tous les anciens. On ferait mieux de parler de Rudy Gobert aujourd'hui que de Tony, quand on voit l'actualité.
J'ai vu son contrat. C'est impressionnant, ouais, c'est impressionnant. Il faut savoir que la NBA a signé un partenariat télévisuel extraordinaire et dont les contrats étaient multipliés par 2 ou par 3. C'est fabuleux ce qui arrive. Et l'argent revient au joueur, oui, systématiquement, évidemment. Ouais. Un joueur de cette taille-là et de cette envergure, surtout, les Américains aiment bien, et Rudy Gobert est aujourd'hui. Donc, il y a un nom essentiel que je n'ai pas cité là, sur ce réussite, c'est quand même Vincent Collet. Vincent Collet est en place. J'allais en parler de Vincent, mais pour d'autres raisons. Vincent Collet, qu'on a bien connu donc, comme joueur, évidemment, à une époque pas si lointaine. Alors, Vincent Collet, justement, j'allais vous en parler, il y a une originalité qui peut surprendre les autres sports. Hein. C'est que votre entraîneur national, qui vient d'avoir une période un petit peu difficile, hein, puisque les Jeux Olympiques n'ont pas apporté le succès qu'on pouvait espérer, il a été donc reconduit, et dans le même temps, il va entraîner, il va coacher une équipe qui est en difficulté, où il va falloir beaucoup s'investir, beaucoup travailler. Expliquez-moi ce choix. Vincent est avec nous depuis 2009. On a toujours voulu reconduire Vincent. Quand on a terminé dans l'Euro 2015, on voulait absolument signer Vincent avant les Jeux Olympiques de 2016. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On a préféré lever le pied puisqu'il était en play-off avec Strasbourg. Il était aussi en compétition en Coupe d'Europe sur les phases finales. Donc on s'est dit on se reverra dès qu'on peut, mais avec cette vraie volonté de faire. Il a été écarté du club de Strasbourg. On n'a jamais dit qu'on voulait un entraîneur à temps plein. On a eu ce débat à un moment donné de faire ou le choix d'un entraîneur à temps plein ou de laisser lui ou un autre entraîner en club. Bon, on a fait ce choix parce qu'on considère que c'est un bon choix. Et derrière, les choses se sont enchaînées. Il a terminé les Jeux Olympiques. On s'est mis d'accord à la fin des Jeux Olympiques ensemble pour continuer. On l'a annoncé, on a fait un déjeuner presse pour expliquer les raisons de cette reconduction si rapide. Puis ensuite, il devait normalement prendre du recul, prendre un peu de temps pour lui. Il s'avère que la conjoncture et la situation de Strasbourg l'a rattrapé, tout simplement. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Est-ce que c'est une histoire de moyens financiers? Si vous donniez plus à Vincent Collet, pour être pragmatique, est-ce qu'il pourrait se passer d'entraîner une équipe de club? Ouais, c'est même pas un problème financier parce que je pense que la fédération a les capacités de payer un entraîneur à temps plein, peut-être pas au niveau des très très grands. Moi, des entraîneurs qui sont à plus de 500 000 euros, voire 1 million d'euros. Là, c'est quand même un peu difficile pour nous. Mais je pense que payer à temps plein quelqu'un comme Vincent, on a une capacité. Mais je crois que l'entraîneur a besoin de faire ses gammes aussi. Moi, j'ai entraîné par le passé. C'est très difficile quand vous redémarrez derrière. Je dirais le rôle, le premier entraînement, la pression que vous mettez toute l'année. Donc je pense que c'est bien qu'il ait ses réflexes d'entraîneur toute l'année. Allez, parlons un peu de vous, parce que vous êtes quelqu'un d'assez discret. D'ailleurs, quand on parle de votre bilan, on va vous parler que des autres, que de ceux qui ont travaillé avant vous, comme s'ils avaient tout fait. Moi, j'aimerais savoir le premier événement auquel vous avez assisté, ou quand vous pensez à votre enfance, quel est le premier événement sportif auquel vous avez assisté? Bon, moi, je viens d'un milieu très rural à la base, donc il n'y avait pas de basket de haut niveau dans le secteur, c'était le Lot, tout ça. Mais quand je suis parti faire des études, j'ai fait maths sup et maths spé, une école d'ingénieur à côté de Lyon. Je me suis retrouvé dans une salle que vous connaissez bien, c'est Coué-Émile Zola, c'est l'Asvel. Donc j'ai connu cette épopée l'Asvel, à la grande époque d'Alain Gilles, pendant 3 ans. Et c'est quelque chose qui m'a fait découvrir le basket de haut niveau. Voilà. Derrière, on a continué sur d'autres. Ça a été 92, les Jeux Olympiques à Barcelone, la Dream Team, tout ça, j'ai suivi ça comme un gosse. Alain Gilles, vous en parliez. Si Alain Gilles avait vécu aujourd'hui, c'est toujours difficile de faire ces comparaisons, mais avec ce jeu complet, avec cette taille, donc pour un meneur, un vrai meneur qu'il était, un scoreur, il serait aux États-Unis, ça c'est sûr. Oui, je pense que oui. Bon, il y a eu une ouverture extraordinaire depuis quelques années. On a des joueurs, je ne dirais pas de la trempe d'Alain Gilles, qui sont maintenant aux États-Unis. Je pense qu'Alain a eu l'argent de le passe. À l'aise, c'est Nando De Colo, hein. Je pense, quelque part. Hein. Bien, et Nando donc, est le meilleur joueur d'Europe, mais je pense qu'il serait pas loin des meilleurs joueurs aussi aux États-Unis à son poste. Eh bien, moi, j'aimerais savoir ce que vous seriez, vous, si vous étiez un grand champion d'aujourd'hui. On va vous proposer donc des sportifs français de la nouvelle génération. Vous allez voir apparaître sur notre écran. Et vous allez me dire celui qui vous parle le plus. Il ne s'agit pas de dire je préfère celui ou celui-là, mais celui qui ressemble plus à votre vision du sport, à ce que vous êtes. Celui ou celle. Ouais, je dirais notre ami Teddy. Ouais. Teddy, parce que c'est un grand champion, mais c'est quelqu'un qui a regardé aussi, je connais moins les autres, je connais Marion, cette humilité, quoi, ce contact très, très simple avec tout le monde. Bon, il va déjeuner à l'INSEP tous les jours avec les jeunes. C'est un grand champion, c'est quelqu'un qui est exemplaire, on a envie de le suivre, on a envie d'être avec lui tout le temps. Donc c'est quelqu'un avec qui je me reconnais facilement. C'est bien que vous disiez ça, Jean-Pierre, parce que ça paraît évident, enfin quand on le connaît,
Mais de temps en temps, on se pince, on se dit, mais attends, tellement souvent champion du monde, champion olympique, évidemment, encore récemment. Et cette simplicité, cette humilité, c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Même si Tony Parker fait partie de cette race-là. Tony est d'une humilité et d'une simplicité totale. Je pense que les très très grands champions, on les reconnaît aussi alors la simplicité de tous les jours, tout simplement. Allez, on va parler de vos convictions dans le sport dans quelques instants, juste après ce petit jingle, tout simplement. Tiens. Place au sport. On continue à parler basket, évidemment, avec le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Suta, avec un petit jeu que j'aime bien pour connaître vos convictions sur le sport au lieu de vous poser des questions de ci, de là. Je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez tout simplement être président de la République, si ça ne vous dérange pas. Ça, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Mais vous êtes président et vous déclarez, comme un certain candidat président il y a bientôt 5 ans, moi président, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces assertions. Je commence. Moi, président, j'obligerai les sportifs français à chanter la Marseillaise. Pas d'accord. Dans l'obligation. Je pense qu'on la chante tout seul, si on a envie de la chanter. Mais je pense qu'on peut la chantonner. Moi-même, je ne chante pas la Marseillaise. Je la chantonne à l'intérieur. Voilà, je pense que tout le monde se reconnaît autour du drapeau bleu, blanc, rouge, derrière la Marseillaise, sans avoir l'obligation de la chanter. C'est clair. Moi, président, j'interdirai les signes religieux sur les terrains. C'est un vrai débat, ça. On est souvent confronté dans le basket, comme dans notre sport, avec le port du voile sur quelques rencontres. Tout ça, c'est interdit, mais qu'est-ce qui se passe demain? Donc on est... Moi, je dirais oui. J'interdirais oui, parce que quelque part, c'est un lieu où on doit être tous ensemble, sans aucune distinction ni discrimination. Est-ce que c'est un problème qui touche le basket mondial, oui, européen, français? Alors mondial, oui, puisque dans le monde, on a quand même des pays dans lesquels le port du voile est automatique. Et ils veulent pouvoir être sur les compétitions internationales avec ce port de voile. Et aujourd'hui, c'est interdit. Et en France, oui. En France, on a sur le secteur du Mans, il y a 2-3 ans, on a été en situation un peu délicate, puisque une équipe en départemental jouait complètement voilée, alors que c'est interdit. C'est difficile pour nous de gérer les affaires et d'avoir l'arbitrage. C'est vraiment pas simple comme débat. Moi, président, je diffuserai davantage de basket en prime time. Bien sûr, tous les jours. Il y a une évolution des relations de la télé avec le basket. Il y avait auparavant la télé publique qui, le samedi après-midi, diffusait des matchs de basket. Oui. Et bien, c'est parti sur des télés payantes. Puis, où en est le basket en télévision? Je pense qu'aujourd'hui, on est bien. Alors, c'est vrai qu'il faut payer pour voir du basket. Mais on peut voir du basket tous les jours, que ce soit du basket en Coupe d'Europe. On a plusieurs Coupes d'Europe, peut-être trop de Coupes d'Europe, c'est autre chose. Puis ensuite, sur la Ligue nationale de basket ou l'équipe de France. Donc aujourd'hui, je pense que le basket est bien traité. Il y a eu un effort de fait sur la qualité aussi, sur la qualité de nos salles, de l'accueil. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se rapproche des standards internationaux, et ça, c'est très, très bien. Puis le fait d'avoir organisé des compétitions de grande qualité, exemple l'Eurobasket l'an dernier, on a mis 27 000 personnes, ça montre bien que, sincèrement, le basket est de mieux en mieux traité. Je pense que c'est un faux débat de dire qu'on est un sport dit mineur. Voilà. C'est bien de le reconnaître, en tout cas. Moi, président, j'interdirais aux sportifs dopés de prendre part à n'importe quelle compétition. Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Je pense qu'il faut être clean là aussi. On doit lutter. Pas droit à l'erreur une fois? La réponse est non, parce que je pense qu'à un moment donné, les sportifs sont avertis. Donc s'ils sont avertis, s'ils sont dopés, s'ils sont pris, il faut qu'ils dégagent, tout simplement. Les rythmes de match en NBA notamment ont parfois laissé penser que pour tenir, il fallait peut-être avoir recours à... Non, je pense que, en plus, le basket, c'est un sport collectif, c'est un sport d'adresse. On peut faire des matchs, on peut même sauter des matchs et l'équipe continue à gagner. Je pense qu'on a un sport d'adresse, on n'a pas besoin de tricher pour récupérer, je ne pense pas. Voilà, donc les joueurs font beaucoup plus de musculation par rapport à l'endurance, par rapport au choc, tout ça. Mais globalement, ça restera un sport d'intelligence et d'adresse. Je pense qu'on n'a pas besoin de se doper pour faire du basket à très haut niveau. Moi, président, je serai en faveur des Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est évident. C'est évident, j'en rêve tous. Est-ce que c'est si évident que ça? Redonnez-moi les arguments quand même, puisque au départ, on s'en souvient, il y avait pas mal de scepticisme. Aujourd'hui, de moins en moins d'ailleurs. On se souvient même de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'était pas très favorable, puis qui d'un seul coup a été piquée et vaccinée au JO. Pourquoi? Bon, deux choses. On a toujours très peur, à cette période économique difficile,
dépenser trop d'argent et d'avoir des... Bon, aujourd'hui, on sait que c'est quand même maîtrisé. On a peu de choses à faire pour pouvoir réaliser, accueillir les Jeux. Et ensuite, l'organisation des Jeux est globalement financée par les Jeux eux-mêmes, par les partenaires et puis par la billetterie. Mais on sait que c'est un catalyseur extraordinaire pour une société, pour une région, pour un pays et puis pour le sport en général. On a besoin de ça. Aujourd'hui, le sport a toujours été, globalement, le parent pauvre partout par rapport aux décisionnaires, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le sport compte. C'est encore un des seuls endroits où on peut fédérer, où on peut se retrouver. Voilà, il y a des valeurs et ces valeurs, on les incarne au travers de l'olympisme. Et je pense qu'organiser en 2024, c'est toute une génération. J'espère qu'on en fera encore partie, Patrick et moi, pour qu'on puisse accueillir ces Jeux. Voilà, moi j'en rêve, sincèrement. Allez, j'en rajoute une. Moi, président, j'ajouterai des nombres d'heures de sport scolaire. La réponse est oui. La réponse est oui. Je pense que notre vivier à tous, c'est l'école. Bon, mon père était directeur de collège, ma mère était enseignante. Je suis d'une famille d'enseignants. Moi, j'ai découvert le basket. J'ai été piqué au basket parce que je vivais dans un collège. Et dès qu'il y avait un moment, j'allais faire du basket. Il y avait des panneaux, il y avait des ballons, tout ça, et je jouais. Donc la réponse est oui. Je pense que c'est là où on fera la différence. Si on est en capacité de proposer à nos jeunes de découvrir n'importe quel sport au travers d'éducateurs qui viennent les encadrer, c'est un plus extraordinaire. Il y a des équipements partout. C'est un sport scolaire, vous le disiez. C'est un sport où on n'a pas froid pour les spectateurs. C'est un sport qui plaît beaucoup aux femmes. Ce sport-là devrait devenir le premier sport en France. Après le foot. Après le foot. Hors concours. Non. Bon, il est bien. On a quand même progressé. On a plus de 640 000 licenciés. On est le premier sport collectif féminin avec 37%. On a plus de 220 000 jeunes. Et l'an dernier, je suis sûr, on a refusé 50 000 enfants. On n'a plus de place dans nos gymnases. Il faut comprendre une chose, c'est que pour accueillir la jeunesse, il faut trois leviers. Il faut des créneaux dans des salles. C'est quand même pas simple parce qu'il y a beaucoup de sport. Et puis voilà. Deuxième point, c'est l'encadrement. On est sur une difficulté. Là. Je suis du bénévolat un peu partout. Là. Il y a une évolution sociétale qui fait que les bénévoles en ont de moins en moins. Et je dis souvent que ce sont les mêmes avec un an de plus tous les ans. Et la troisième chose, c'est l'argent. Parce que quand vous avez une équipe, il faut les ballons, il faut les équiper, et puis il faut les véhiculer pour faire la compétition. Et si vous n'avez pas ce triptyque, ces trois leviers, ça devient difficile. Donc l'an dernier, sur la région parisienne, on a dû, je pense, sincèrement refuser plus de 20 000 gamins. Et c'est dommage. C'est un vrai problème. Oui. Voilà. Donc ça doit susciter des rêves chez vous. On va parler de ces rêves dans la dernière partie de Place au Sport. À tout de suite. Alors, rêvons un peu, si vous voulez bien, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui vous fait rêver, justement? Un événement sportif que vous aimeriez vivre, que vous n'avez pas vécu, que vous aimeriez découvrir, qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Moi, j'aimerais bien aller une finale olympique à Paris, avec l'équipe de France. Ah oui, ça serait sympa. Avec la jeune génération qui est en train de prendre le pouvoir, ils seront tous là en 2024. Cette jeune génération, justement, c'est pas dur de succéder à ces patrons là? Ouais, c'est différent. On l'a connu quand même. On l'a connu des années sans Tony, par exemple. Je parle de 2014. On a battu les Espagnols en Espagne, à Madrid. On a été médaille de bronze au champion du monde, donc c'est pas rien. Donc je pense qu'elle est là, la nouvelle génération. Les Van Fournier, les Nicolas Batum, les Rudy Gobert, on en a parlé, puis les Nando de Colo. Puis la jeune génération qui arrive, on a des Tilly, tout ça, ce sont des jeunes qui seront là en 2024. Non, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Vous pouvez vous inspirer un peu du handball, qui a réussi à passer de génération en génération et à toujours gagner? Oui, c'est fort ce qu'ils ont fait. C'est fort. On dit toujours qu'on se chamaille un peu avec le hand, on s'aime bien. Ils ont peut-être une compétition moins difficile que nous, dans le sens où on moins mondial. Mais malgré ça, ce qu'ils font, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut cette génération qui laisse la place à une nouvelle génération, etc. Il y a toujours aussi performance, et c'est fantastique. On la rêve, on est jaloux quand même. Alors vous avez vécu pas mal de grands événements en tant que spectateur ou acteur. Quel est celui que vous auriez aimé changer avec une petite baguette magique, changer le résultat C'est l'an dernier l'Eurobasket, où on a perdu contre les Espagnols, la demi-finale de l'Euro. On aurait gagné contre les Espagnols, on faisait une finale devant 28 000 personnes. Puis deuxième point, on était qualifié directement pour les Jeux Olympiques, ça aurait été un peu différent. On aurait fait quelque chose d'extraordinaire parce que depuis 1993, jamais dans le basket, un pays hôte n'a réussi sa compétition. Jamais, depuis 1993. Et on voulait que ça soit nous. Toujours pareil quand on organise. Comment ça s'explique ça? Alors le basket, on est souvent porté par son public. C'est un sport où le public... Oui, mais on s'aperçoit que... Alors, j'ai demandé, moi, justement, à la Fédération internationale de faire une petite groupe de travail pour revoir les anciennes finales ou demi-finales ou quarts de finale perdues. Je pense qu'il y a la pression que se donne. C'est un match couperé, on le gagne, on le perd, etc.
Après, est-ce que l'arbitrage, je dirais, pour éviter d'être un peu critiqué, comme passe d'un côté, etc. Ou est-ce que c'est un problème de coaching? Ou est-ce que c'est un problème de joueur? Là, nous, je pense que sur le match contre l'Espagne, c'était un peu des trois. Voilà. On n'a pas été présent comme on aurait dû le faire. Oui, parce que ce n'est pas un match que vous perdez sur un coup de dé. Non, on l'a toujours mené, sauf à la fin. Et puis, bon, on a eu un grand Pau Gasol qui nous a mis 40 points. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est pour ça que quand on voyait Pau Gasol évoluer tout au long de ce match, on se disait, ce garçon ne peut pas perdre ce match. C'est pas possible avec le match qu'il a fait. Il y a des matchs comme ça. Alors moi, je vais me permettre une petite fantaisie. Je vais répondre à votre place sur l'événement sportif qu'on aurait pu changer. C'est aussi ces dernières minutes de France-Grèce quand même. Ah ouf. Qui reste. Je pense qu'il faut. Je conseille aux gens qui aiment le sport et qui aiment comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des sportifs. Ça doit être sur Internet ce final. Quand même. Oui, bien sûr. D'aller voir et comment on peut perdre un match en menant. Je ne me souviens plus exactement des points. 7 points, je crois. Enfin, j'ai plus en tête là, tout ça, mais on ne doit jamais perdre ce match. C'est impossible de perdre ce match. Mais c'est sûr. Vous menez de 7 points à. Je sais pas. On rate les lancers francs, on perd un ballon derrière. Tony se dribble sur le pied, fait des choses extraordinaires. Mais c'est ce qui a bâti aussi la force de Tony et les autres. Je dirais, ils ont rebondi là-dessus pour en gagner d'autres. Je pense que. Allez, vous allez sur Internet, vous regardez vraiment le France-Grèce, l'année, c'est 2007. 2007 ou 2005, je ne sais plus. Ouais, 2005-2007. Bon. Vous voyez, finale France-Grèce basket, vous allez voir quelque chose qui... faut toujours se pincer pour y croire. C'est un peu le France-Allemagne de Séville, quand on mène 3-1 en prolongation. Alors, le sportif que vous aimeriez rencontrer Bon, je dirais Michael Jordan, je l'aurais voulu rencontrer jeune. Vous êtes très basket, vous n'êtes pas sorti de votre basket. C'est bien ça. Mais je suis un passionné. Bon, j'ai connu la Dream Team en 92, ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs All-Star Games. Mais maintenant que je suis aux affaires, je dirais le rêve passe. Mais ces joueurs, c'est quand même, ce sont des idoles vivants. Non, je pense que passer un moment avec lui et discuter un peu tout ça, ça serait... Surtout que c'est un sacré bonhomme, dans tous les sens du terme. Allez, les 5 sportifs que vous préférez. Alors, vous avez répondu à Steve Picard avant l'émission, et donc on a pu proposer ça. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas que du basket dans votre vie. Alors, on commence par le numéro 1. Oui, on est raccord avec ce qu'on vient de dire. Il est beau. Vraiment, cette galerie de portraits, je la trouve magnifique. En noir et blanc, comme ça, elle est magnifique. Alors, Michael Jordan, on en a parlé, l'homme qui a tout réussi, qui a eu un petit coup de mou aussi à un moment, puis qui est revenu. Je crois que essayer si l'autre sport, il faut quand même le faire. Que ce soit au golf, que ce soit ailleurs. Mais c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Je pense qu'il serait toujours aussi fort s'il avait 20 ans de moins et il jouerait maintenant. Je pense que c'est un gars à part. Bon, Tony, bien sûr. Pour l'homme, autant que pour le joueur. Bon, Tony, moi je l'aime bien. Je vais tous les ans, j'ai la chance de passer un moment chez lui. Il m'invite comme un ami. Je fais partie du cercle assez rapproché. Et c'est un gars bien. Bon, quand on regarde déjà son palmarès individuel et avec l'équipe des Spurs, c'est extraordinaire. Et venir tous les étés à l'équipe de France faire ce qu'il fait, je dirais, c'est un gars à part aussi. Un jour. Teddy Teddy, c'est la même trame pour moi que Tony. C'est un champion. Je dirais, il sera encore champion en 2020, ça c'est clair. Dans le pays, en plus au Japon, c'est le pays du judo aussi. Et c'est un gars bien dans la vie de tous les jours. Il sait rendre ce qu'il a un jour bâti. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Zinedine Zidane. C'est un grand monsieur. Puis aussi, ce qu'il représente, je dirais, en termes d'intégration, tout ça. C'est un gars bien, j'ai eu l'occasion de le croiser à la fédération de basket. Il est venu quand il faisait sa formation avec le centre de Limoges. Et l'occasion de discuter un peu avec lui, c'est aussi quelqu'un de bien. Voilà. Alors, c'est pas une émission politique, mais j'ai quand même une réaction en voyant les 3 du centre, là. Je me dis que c'est pas obligatoirement nos ancêtres les Gaulois, que la richesse de la France, on la trouve un petit peu partout. Le sport, c'est vraiment l'endroit où on parle de mixité, intégration, tout ça, tout est là. C'est un bel exemple. J'ai eu peur, j'ai dit, mon Dieu, je vois pas de femme, heureusement, je me retourne. Et je vois Serena. Pourquoi Serena? Parce que je n'ai pas parce qu'il en fallait une, mais c'était pas simple. Moi, j'aime le tennis, j'ai l'occasion d'aller à Roland-Garros tous les ans, passer un moment. C'est une grande championne, Serena aussi, et je pense qu'elle est encore là, quoi. Voilà. Après, c'est pas simple sur le sport de trouver des femmes qui ont marqué au plus haut niveau. Et moi, je le regarde. Est-ce que c'est par manque de médias, de couverture, tout ça, parce que je pense qu'il y a de très très grandes championnes aussi.
mais elle en fait partie. Voilà. On va terminer par le handisport parce que le basket se prête beaucoup au handisport. Hein. Il y a beaucoup de... J'ai rencontré des gens qui avaient des drames de la vie et qui ont survécu, qui ont une renaissance grâce au basket. Et la France, vous êtes un peu en pointe là-dedans maintenant. Oui, je veux dire deux choses dessus. Sur le handi-basket, on a... c'est géré à part, puisque le handi-basket est géré par directement, même si on travaille de plus en plus avec eux et qu'il est question peut-être que les fédérations demain récupèrent aussi cette activité. Mais ils font des très très bons travail, on essaie nous de les aider au maximum. On leur ouvre, je dirais, souvent on fait des levées de rideau sur les matchs de valides. Et derrière, on essaie d'organiser les choses avec tous nos arbitres, nos officiels. Juste à titre perso, dire quelque chose, parce que j'y pense, là, en 2013, le jour où on a joué contre la Serbie avec l'équipe de France, il y a eu un drame en Hongrie, un bus qui s'est couché avec un bus de joueuses de l'équipe de Győr en Hongrie. Le coach est décédé, c'est un ami. Le manager général était décédé sur cet accident, c'était un ami. Et une jeune joueuse serbe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Nataša Kovačević, a été amputée ici sous le genou. Et on s'est, avec la fédération, mis en tête de lui redonner une deuxième chance dans le basket. On l'a fait venir ici à Paris, elle avait les meilleurs spécialistes. On lui a payé, nous, la fédération, une prothèse. Elle reprend du basket comme valide. C'est la seule joueuse qui reprend du basket comme valide. Elle a gagné la Coupe de Serbie l'an dernier, au plus haut niveau. Et c'est le souhait que je rêve de ça. Et je pense qu'elle va le faire. Elle va rejouer à l'équipe nationale serbe. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller à Belgrade avec elle et c'était un grand moment d'émotion. Merci d'avoir conclu cette émission sur cette belle histoire. Jean-Pierre Suta, qui vient d'être réélu donc pour 5 ans à la présidence de la Fédération française de basket. C'est une bonne nouvelle, on ne le cache pas. Merci. On vous remercie d'avoir participé à Place au Sport. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, pour aller à nouveau à la découverte des grands dirigeants du sport français. Merci Jean-Pierre. Merci.